Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée et j'étais très ému à la suite de l'émission que nous avons fait avec Malek Boukirchi. Et j'ai décidé de reprendre quelques passages comme de vous reparler de la jachère, de vous reparler de la patience, de vous reparler du silence et de l'écoute. Et quand on parle de traverser de désert en particulier, eh bien le silence est premier. Le silence vous informe. Et souvent dans le silence, en fait, il y a de l'épaisseur. Un peu comme si je me tais là. Eh bien, est-ce que on pourrait créer de l'épaisseur ? En changeant, en fait, tout simplement la manière dont je m'exprime, je peux faire en sorte que le silence soit plus épais. Et dans une pièce, c'est très sensible. Et bien en fait, dans le désert aussi, on ressent l'épaisseur du silence. Et quand on s'écoute dans les traversées, et j'ai apprécié aussi ces notions de rencontres, ces rencontres qui sont elles-mêmes des traversées, eh bien ça nous permettra aussi de parler des rencontres aujourd'hui, des rencontres qu'on a vécues, qui nous ont transformés, qui nous ont permis de progresser, quelles sont en fait ces personnes qui sur la route nous ont permis d'avancer. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout le programme, je ne le fais pas d'habitude, alors on va continuer, on va entamer directement. Parler tout simplement de jachère. Alors la jachère, c'est quelque chose qui est connu de tout temps, mais notre société, qui veut toujours aller plus vite, a tendance à oublier la jachère. La jachère, c'est juste le procédé de savoir faire opposer la terre entre 2 cultures ou types de cultures. Et en général, on laissait une saison, voire 2, en jachère. Et lui, il nous parle de pas faire un ultramarathon tous les ans, mais de faire des marathons, et puis des ultramarathons et des marathons, pour qu'il y ait un repos du corps. Et souvent dans nos sociétés, on ne sait pas se reposer parce qu'on est toujours en train d'être dans une sorte de croissance obligée. Et je me suis aperçu que dans mon activité, j'ai plusieurs activités dans la même activité, on va dire dans la même structure plutôt, et que régulièrement, eh bien j'avais besoin par moment de laisser reposer une activité pour peut-être mieux revenir, comme on laisse reposer son œuvre pour mieux la retravailler. C'est ce que font la majorité des artistes. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire dans l'entreprise. Nous devrions savoir reposer les choses et pas toujours continuer, même si par moments, j'entends bien qu'il y a des urgences, mais il n'y a pas toujours des urgences. Et donc dans le processus de création, dans le processus d'avancement, il est nécessaire d'avoir du recul. Et la jachère, c'est pas que du recul, c'est aussi de l'enrichissement, de la reconstruction, de prendre conscience de ce qui se joue. Et donc je vous incite fortement à intégrer la jachère dans vos modes de fonctionnement. À l'époque où je nageais tous les jours, voire 2 fois par jour, j'avais toujours un jour dans la semaine, le jeudi, où je nageais moins, voire où je nageais pas.
et qui me permettait d'être beaucoup mieux le week-end. Donc il n'y a pas d'une recette unique, mais je pense qu'il faut savoir s'écouter, savoir comment son corps a besoin de se reposer ou comment son esprit a besoin de se reposer. Et je pense que c'est bien d'avoir de la jachère, d'avoir des moments comme pour certains c'est l'été, en prenant en vacances, de laisser reposer l'esprit. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, qui sont en fait nos outils de travail qui nous poursuivent ou qui nous suivent, eh bien, on a un danger, c'est de plus autoriser la jachère, plus autoriser l'esprit libre, plus autoriser le vrai repos de l'esprit. Et après, heureusement, certains arrivent à dormir sans leur téléphone. Eh bien, je vous incite vraiment à tester la jachère, peu importe si c'est quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années. En tout cas, de laisser reposer les choses pour l'enrichissement de cette propre matière. Et la patience, donc, qui est associée avec ce processus, parce qu'en fait, si on n'est pas patient, on a beaucoup de mal à associer la jachère à son activité. Et donc la patience qui est aujourd'hui, je devrais dire une vertu, parce que l'impatience est devenue la norme, la manière dont nous parlons, dont nous travaillons, la manière dont nous échangeons est souvent sous le sceau de l'impatience. Et la patience est évidemment souvent un luxe, mais c'est aussi une qualité fondamentale pour progresser. Hier encore, j'étais avec une équipe que j'emmenais en équi-coaching et ils me disaient quelque chose qui m'a paru très juste, c'est que je leur permettais de redevenir patients, de recommencer doucement, sans chercher absolument à atteindre un résultat, mais ensemble, à leur rythme, qui était plutôt lent. Eh bien, en fait, ils ont réussi, au fond, assez rapidement, à accomplir ce qui était prévu avec le cheval. Et c'est la patience qui leur a permis ça. L'impatience qui naissait au début de ne pas atteindre le résultat était en train de les mettre en déroute, de faire capoter l'exercice. Le troisième chose qui est associée, je trouve, c'est le silence, dont on parlait tout à l'heure du désert. Eh bien, le silence. Comment, en fait, on laisse du silence. On laisse du silence dans l'écoute. On laisse du silence dans l'échange. On laisse du silence avant de répondre. Et ça, c'était une des consignes des processus d'intelligence émotionnelle, des processus d'intelligence collective, que de ne pas répondre, de ne pas rentrer dans la réaction. J'entends tellement de fois des personnes qui disent comme l'autre. Non mais c'est pas la peine de dire oui, je suis d'accord avec, au lieu de dire vraiment ce qu'ils ont à dire. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils n'ont pas laissé du silence en eux. Ils sont dans la réaction de ce qui est en train d'être dit. Et une phrase typique du moment, c'est je rebondis sur ce que vient de dire. Non, rebondissez pas, restez à votre place. Continuez ce que vous aviez prévu de dire et pas obligatoirement être en réaction. Et le silence permet de rester sur ce que j'avais à dire. Et puis si j'ai envie d'en rajouter, on verra. Donc c'est beaucoup plus simple dans le silence intérieur de trouver sa voix que dans le brouhaha. Et quand j'étais plus jeune, le silence pour moi c'était bizarre, quoi. C'était évidemment, comme on pourrait le dire aujourd'hui, gênant. Mais ce qui était gênant, en fait, c'était que je n'étais pas bien avec le silence, et ça voulait dire que je n'étais pas bien avec moi. J'avais peut-être peur de m'ennuyer, ou les couples qui ne se parlaient pas à table, je trouvais ça bizarre, voire qu'ils avaient donc rien à se dire, alors que la silence est aussi une marque de respect. Et manger en silence, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est très agréable. On est vraiment conscient de ce qu'on mange. Et par moments, je suis très heureux de mettre de la vie dans un repas et qu'on discute de plein de choses avec des amis. Je suis très heureux de ça. Mais c'est très agréable aussi le silence. Voilà, ces
c'est encore deux choses différentes. C'est pas parce qu'on décide de la jachère qu'on fait de la jachère tout le temps. C'est pas parce qu'on décide du silence qu'il faut mettre du silence tout le temps. Et retrouver ces mots, ces fonctions, c'est plus puissant pour l'écoute. Donc quand vous parlez, est-ce que vous écoutez en même temps ? Je ne parle pas est-ce que vous vous écoutez, mais est-ce que vous écoutez les réactions ? Est-ce que vous écoutez ce qui se vit dans votre auditoire ? Et ça, c'est la puissance du silence. Alors dans un autre registre, j'avais envie aussi qu'on parle d'abnégation, qu'on parle de discipline. Et on en a parlé beaucoup avec Malek et même avec Pierre Mastalski dans une traversée précédente. Et je trouve que c'est quelque chose qui semble, non pas se perdre, ça serait un grand mot, mais c'est moins présent, l'abnégation. Et je pense que pour atteindre un degré important ou aller loin, longtemps, dès qu'on est dans un voyage qui prend du temps, eh bien l'abnégation est souvent une qualité, une source aussi d'inspiration pour les autres. Donc oser revenir, oser continuer. Et donc on peut mettre soit de la détermination sur le moment, mais on peut aussi mettre de la discipline, qui est le fait de reproduire quelque chose. Et par discipline, je voudrais juste être clair, je ne parle pas de quelque chose qui ira à voir avec la rigueur, mais quelque chose qui a à voir avec l'esprit des choses. Si je fais de la danse, c'est une discipline, de la philosophie, c'est une discipline, et de la natation, c'est une autre discipline. Et par la discipline que je pratique, eh bien, je suis amené à être autrement avec cette discipline. Donc si avant l'effort, je ne dois pas manger, naturellement, je le ferai, mais je n'ai pas de difficulté à me discipliner, parce que ça fait partie de la discipline. Et donc plus je suis dans la discipline, et plus je vais faire ce qui est juste pour cette discipline. C'est en ce sens-là que intégrer la philosophie de la discipline, c'est l'essentiel. On y associe souvent ce mot quand on parle d'arts martiaux, mais en fait c'est valable pour tout ce qu'on fait. Dès qu'on met de la discipline, eh bien on va donc intégrer de la précision, on va intégrer de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui fonctionne, et on apprend rapidement de ses erreurs parce qu'on a créé un dysfonctionnement, parce que justement, par exemple, j'ai mangé avant l'effort et donc j'ai du mal à trouver mon souffle et j'attends mon second souffle, donc ça a un impact. Si au contraire vous avez besoin de manger, combien de temps avant il est souhaitable que vous mangiez ? Vraisemblablement au moins 3 heures avant l'effort. Et sinon, on ne va pas rentrer dans la technique des sucres lents et des sucres rapides. Mais c'est un peu cet esprit-là. De quoi ai-je vraiment besoin quand je vais faire un effort ? De quoi ai-je besoin avec mon équipe quand je veux qu'elle fonctionne ? Comment moi je dois fonctionner dans le temps ? Et ça, la discipline, c'est aussi quelque chose qui s'installe sur une période longue et de permettre de comprendre comment on va obtenir un résultat dans le temps. Et ce temps pouvant être quelque chose d'assez court, somme toute une journée, mais pouvant être aussi quelque chose de beaucoup plus long sur des grands épisodes, des saisons. Et redécouvrir le temps long. Le temps long, c'est prendre le temps de voir ce qui a de l'impact dans le temps, donc les tâches de fond, le rythme lent. Et on a besoin d'avoir des rythmes différents. Ce qui est souvent mal compris en entreprise, c'est qu'on gère le temps et on ne gère pas le rythme, alors que c'est le rythme qui crée le résultat, pas le temps. Si je reste sur le rythme, je vais être dans une discipline, justement. Par exemple, de la résistance versus l'endurance. Alors, voilà, je vous amène à réfléchir à l'abnégation et à la discipline à mettre dans votre activité ou dans vos activités. Et puis on a parlé des rencontres, et dans le cadre de Malek, je trouve qu'il y avait des très belles rencontres dans ce désert mauritanien, dans ce moment où il était en perdition, et pour avoir vécu pas mal de traversées dans le désert, j'ai toujours été impressionné de ça.
des moments où je sais pas, croisé une personne pendant 4 jours, et puis, je sais pas, il est 5 heures de l'après-midi, et je vois une petite fille avec une chèvre qui traverse la dune d'à côté. Et en fait, non, on n'était pas vraiment seuls. Mais ça semble dingue, en plein milieu de ce désert, de trouver des gens qui vivent là, des villages, même si ce sont souvent des villages itinérants. Il n'y a que la nuit, avec le feu, si on se met sur une dune un peu plus haute, qu'on arrive à distinguer au loin que potentiellement, il y a un autre, il y a des autres. Et ces rencontres qu'on trouve dans le désert, mais qui sont souvent plus inattendues, en fait, dans la réalité, il y en a partout dans la vie, des rencontres. Et ces rencontres qui nous ont fait progresser. Et donc, quelles sont les rencontres qui vous ont fait progresser ? Je vous conseille de prendre le temps d'y réfléchir. Parce que c'est intéressant de voir ce que nous avons besoin pour progresser dans notre chemin, de qu'est-ce que nous ne demandons pas, si nous n'osons pas demander, c'est grâce à ces rencontres qu'on a pu avancer, de ce que nous n'osons pas faire, et que c'est grâce à ces rencontres qu'on a pu faire, que nous n'osons pas dire, et ainsi de suite. Donc, j'ai souvent remarqué que ces rencontres semblaient fortuites, mais elles ne le sont pas tout à fait, sans dire qu'elles m'étaient prédestinées ou destinées. Je pense que c'est deux choses qui vont ensemble, c'est-à-dire une capacité à attirer ces rencontres ou ces situations, et puis ensuite de les vivre et de pas les éviter. Et donc, voilà, retrouver la capacité de se rencontrer, l'opportunité. Retrouver l'opportunité de se rencontrer et prendre le temps de cette opportunité qui, des fois, ça m'est arrivé, je me rappelle une fois d'avoir discuté sur un banc avec une personne, je ne sais pas son nom, enfin je me l'ai sûrement dit, mais on ne parlait pas la même langue. On était à La Paz, et c'est donc sur les plateaux, et là je me retrouve avec une personne de type péruvienne, bolivienne, je ne faisais pas bien la différence à l'époque, et qui me parlait avec son bonnet que j'appelais péruvien. Et elle attendait que je réponde, et je répondais en français, et puis elle me reparlait. Elle parlait pas vraiment espagnol, donc après moi je me suis dit qu'il fallait que je parle espagnol, mais elle me répondait toujours dans sa langue. Et on a parlé comme ça pendant un quart d'heure. Et à la fin, je l'ai remerciée, et elle m'a remercié. Puis on s'est regardé dans les yeux. Je ne sais pas ce qu'elle m'avait raconté. Je crois qu'elle ne sait pas ce que je lui avais raconté. Mais c'était un super moment. Et je m'en rappelle encore, c'était il y a plus de 15 ans, plus de 20 ans même. Ouais, ça fait même presque 30 ans, ouais, dingue. Donc très heureux de ces rencontres en fait qui sont fortuites, qui semblent gratuites et qui nous apportent en fait des moments de joie, des moments des points sur la route qui sont essentiels, voilà. Et puis je voulais revenir sur un point qui m'a paru particulièrement fort dans ce discours que Malek nous tenait, c'est de savoir tenir la distance, se relever après l'arrêt, après le doute et la peur. Et on parle souvent du fait que ce qui compte, c'est pas seulement de réussir, c'est de se relever de ces échecs, si tant est que ce sont des échecs, de se relever du fait que nous sommes tombés comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe et retombe, ou essaye, peu importe les termes, il n'est pas obligatoirement en train de tomber tout le temps. Mais en même temps, chaque fois, c'est un redémarrage. Et c'est le fait d'oser refaire qui nous permet d'y arriver. J'aime bien cette histoire d'Edison, je vous la fais très rapidement. Alors, je la raconte, elle est sûrement pas exactement dans ses faits, mais dans le principe, c'est celle-là. Il en est à la millième fois qu'il essaye de faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de découvrir comment donc sa lampe à tungstène va fonctionner. Et cette fois-ci, il fait exploser son labo. Alors, il est avec son assistant, et son assistant ne le retrouve pas.
Il est persuadé qu'Edison est mort. Et dans le fratras de l'ancien labo, il voit Edison en train d'écrire sur un bout de table, sur son petit carnet, et il lui dit « Mais t'as failli nous faire exploser, t'es complètement dingue !» Il lui dit « Attends, laisse. » Et là, il ne sait pas quoi faire, l'assistant attend, et il voit Edison écrire, et puis il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Là, en fait, je viens de noter la 1001e fois de comment rater. Et comment on pourrait maintenant essayer autre chose. Et donc, en fait, le fait de prendre le temps de comprendre ce que je n'ai pas bien fait ou ce que je n'ai pas fait, de ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir essayer de faire quelque chose qui fonctionne. Et j'ai trouvé ça juste vis-à-vis de l'abnégation, juste vis-à-vis de se dire que c'est juste le chemin, et que quand on veut inventer, créer, il faut nécessairement essayer, réessayer, et surtout si les autres ne l'ont pas encore fait, d'essayer de le faire autrement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours servi dans la vie, c'est d'oser recommencer. Les animaux sont formidables pour ça, parce qu'ils nous autorisent à recommencer, ils ne nous jugent pas, ils n'ont pas de commentaires ni d'avis sur nous, ils nous autorisent à refaire et refaire et refaire. Et je trouve que ça, c'est un cadeau énorme de la vie. Moi, je pourrais dire malheureusement, beaucoup d'humains ne nous laissent pas la possibilité de recommencer, heureusement d'autres le font. Et vous pouvez oser recommencer, comme Edison. Et pour savoir tenir la distance, il faut se relever. Il faut nécessairement, après l'arrêt, après le doute, parce que le doute s'immisce. J'aime bien cette phrase qui dit « Doute du doute et tu croiras ». Doute du doute et tu croiras. C'est une maxime tibétaine de moines tibétains qui en gros dit que puisque tu doutes, tu peux aussi douter du fait que tu doutes. Et en fait, en général, on finit par croire que le doute est la bonne réponse. Donc si je crois, c'est que je ne doute plus. Donc on peut redouter de cette croyance absurde qui serait que je ne peux pas y arriver. Et ça m'aide souvent. Moi je doute beaucoup. Même si je parais très assuré, je doute beaucoup tout le temps. Et je me remets en cause tout le temps, un peu. Et puis c'est une manière d'avancer. Mais en même temps, par moment, il faut prendre une décision. Et quand on prend une décision, il ne faut plus douter. Il faut y aller. Prendre le risque que ce ne soit pas la meilleure décision. Ou, comme disait Pierre Massatsky, accepter que ça peut être la moins mauvaise. Et donc, traverser sa peur qui peut être associée à ça. Et donc, j'ai bien aimé aussi le moment où Malek nous a parlé de sa peur. Parce qu'à un moment, effectivement, s'il ne faisait pas quelque chose, il était là pour se laisser mourir. Et il avait une famille. Et il y avait quelque chose de l'absurde d'être là sans sa famille, et là, mourir au milieu de nulle part, dans une quête qui était au fond peut-être pas la sienne. Il était venu pour rencontrer des gens, et au fond, il était en train de courir bêtement. Alors bêtement n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, en grande difficulté. Et chacun de nous, à un moment donné, on a été en grande difficulté, peu importe si c'est une grande difficulté qui peut amener jusqu'à la mort, ou une grande difficulté qui nous emmènera après à être dans des positions peut-être très difficiles, qui peut-être nous amèneraient à une forme de petite mort en tout cas. Et donc, quelles sont ces situations de vie dans lesquelles en fait on n'a pas su lâcher le doute, on n'a pas su lâcher la peur. Donc pour développer du courage, parce que tant que je reste pas dans la peur, c'est parce que j'ose être dans la peur et j'ose être dans le courage. Enfin, que le courage va se développer, j'ose traverser ma peur qui me permet de développer ce qu'on appelle le courage. Et pour moi, tout ça, c'est riche d'enseignements que de prendre le temps de s'apercevoir que ça, c'est fondamental. C'est les techniques des petits pas. Il y avait une petite phrase de Marcel Jouandeau que je vous ai mis dans le podcast qui dit cela. C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage, alors qu'il s'agit de les aligner un à un. Et je trouve que c'est très juste dans nos traversées. On a peut-être tendance à vouloir être le lièvre plutôt que la tortue, et qu'on perd par moment peut-être la notion de rythme qui serait juste pour chacun de nous. Et la deuxième chose aussi, que
je prends conscience quand je vous parle, c'est qu'il y a dans ces rencontres et dans ce rythme, et que dans un rythme effréné, les rencontres sont difficiles, elles sont rarement possibles, ça renvoie aussi au temps qu'on s'accorde les uns aux autres, au don de soi, au don de ressources qui sont importantes comme l'eau dans le désert, et que ça renvoie en fait à l'économie du don, à ce que naturellement on se donne sans échange monétaire. Et l'économie du don, ça fonctionne sur l'acte d'offrir et d'accueillir sans condition de contrepartie ou de dette. Autrement dit, c'est l'économie du don qui permet de construire plus de richesses pour moi. Elle offre un modèle sociétal plus holistique ou plus intégratif de l'individu dans le collectif ou du collectif dans l'individu. Et sur cette économie du don, on pourrait parler des heures, mais je voudrais juste conclure par un conte. Par un conte, celui qui revient un peu sur la première notion dont j'ai évoqué, qui était la jachère, et d'une personne qui était, je dirais, à l'image de notre ami Malek, et d'un sportif qui s'appelle Derek Clayton. Et c'est une histoire qui m'a marqué parce que je suis sportif aussi, et parce que j'ai tellement vu ça dans ma vie. Beaucoup de gens s'entraînent sans penser à se reposer, sans penser à créer de la jachère. Alors c'est l'histoire de cet athlète australien qui s'appelle donc Derek Clayton, et ça se passe dans les années 60. À ce moment-là, il n'est pas un grand coureur, il n'est pas spécialement bon, il n'a pas le physique idéal, il n'est pas dans les gabarits habituels ou standards de l'époque. Il doit donc compenser, on va dire, ses handicaps par sa capacité à lui. Et son truc à lui, c'est il court. Alors c'est pas Forrest Gump, mais quand je dis qu'il court, il court vraiment, il court longtemps. La majorité des gens qui s'entraînent pour un marathon vont courir des séances de 10 km ou de 25 km, mais ils ne vont pas courir des séances de marathon. Lui, eh bien, il court des marathons. Il court parfois un marathon par jour, il va même jusqu'à courir 110 km par jour. Alors pour l'époque, c'est un grand malade. Il n'y a pas d'ultra-marathonien comme aujourd'hui. Et ce régime de malade a fonctionné au début, et effectivement, il a progressé énormément, et il s'est retrouvé parmi les meilleurs coureurs australiens, et ensuite il s'est qualifié dans les meilleurs championnats du monde, et donc potentiellement pour les Jeux Olympiques. Mais ce qui devait arriver arriva, la fracture. Une fracture de fatigue au niveau des pieds, à force de frapper le sol de manière régulière. Et pour ceux qui n'ont jamais vraiment vécu une fracture de fatigue, eh bien en fait ça fait extrêmement mal. C'est un os qui est fendu, et donc les parties des os frottent les unes contre les autres. C'est très douloureux. J'ai déjà vécu ça aussi. Et d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaussures de course de la qualité qu'on leur connaît aujourd'hui, bien évidemment. Alors à la suite de cette fracture, il est obligé de s'arrêter. Et comme il ne peut plus courir, il ne va rien faire pendant un certain temps. La jachère dont je parlais tout à l'heure. Son record à ce moment-là était autour de 2h17 pour la distance du marathon. Et il était au moins à 5 minutes au-dessus du record mondial. Donc on ne peut pas dire qu'il pouvait concurrencer les meilleurs marathoniens. Mais ce mois d'arrêt a eu lieu pendant la préparation du marathon de Fukuoka au Japon, en 67. Et en fait, c'était un mois avant la course, et au moment du marathon, d'après lui, il n'est pas vraiment encore en condition. Mais à titre d'entraînement, il décide de faire le marathon quand même. Et à sa grande surprise, il va battre son propre record de 8 minutes. Il devient le premier homme à achever un marathon en moins de 2h10. 2 ans après, en 69, il est à nouveau blessé alors qu'il se prépare pour le marathon d'Anvers. Il est contraint une fois de plus de s'arrêter à cause d'une blessure de fatigue. Il doit y arriver, c'est une sélection, un meeting très important, et ce jour-là, il va faire 2h08 et 33 secondes. Et pendant 12 ans, ce record, qui sera le record du monde, ne sera jamais battu. Il a tenu 12 ans. Alors qu'est-ce que cette histoire met en lumière ? Évidemment, c'est l'inaptitude à prendre conscience qu'il y a une énorme incapacité à comprendre qu'il faut s'arrêter par moment. Ou qu'il y a une énorme capacité, cette personne, à s'entraîner
mais en même temps que s'il s'entraîne tout le temps, il va se blesser. Et donc, malgré lui, il a fallu qu'il attende la deuxième grande blessure pour qu'il prenne conscience que le repos était clé. Ce qui paraît évident aujourd'hui pour la majorité des sportifs d'intégrer des temps de repos. Mais dans l'entreprise, je suis toujours absolument effaré à quel point ce n'est pas pris en compte. Ok, il y a des week-ends, mais dans la réalité, la majorité des gens travaillent le week-end. Soit parce qu'ils sont sur leurs réseaux sociaux, soit parce qu'ils n'ont pas débranché leur cerveau, soit parce que le dimanche soir, le samedi matin, le vendredi, voire des réunions, où ils voyagent. Donc en fait, le repos n'est pas vraiment présent, pas assez présent. Donc dans la réalité, est-ce que la jachère a été intégrée ? Donc laisser du temps pour récupérer. Alors, je pense que cette histoire de Derek Layton, elle peut nous servir à chacun d'entre nous. Peu de gens sont quand même capables de courir 110 km par jour, mais vous avez tous des super aptitudes et le danger, c'est que vous surexploitiez vos aptitudes et qu'elles ne se reposent plus et qu'en conséquence, à un moment donné, vous soyez dans des inaptitudes qui va générer de la frustration. La frustration, c'est juste de l'énergie mal placée. Et cette énergie mal placée va vous faire des choses qui ne sont pas justes. Donc le plus important pour moi ici, c'est de savoir reconstituer son énergie. Évidemment qu'il est important de savoir la dépenser, mais c'est important de savoir la dépenser correctement et de la reconstituer. Alors, si, comme Derek Layton, vous avez des capacités phénoménales, pensez qu'il est possible de battre le record du monde et qu'il tienne 12 ans si vous savez vous reposer. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.